Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture à la porte de Versailles. Alors nous allons parler maintenant de notre patrimoine, du patrimoine de l'agriculture, puisque nous allons parler des ressources génétiques. Alors quand on parle de ressources génétiques, de quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? Comment sont-elles gérées et par qui? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. François Burgot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des relations extérieures du GNIS. Le GNIS, c'est le groupement national interprofessionnel des semences. Et Jean Becbédé, bonjour. Bonjour. Vous êtes agronome, vice-président de ProMaïs et sélectionneur de votre état. Alors expliquez-moi ce que c'est qu'un sélectionneur, parce que moi, je connais que Jacques Brunel, le sélectionneur du 15 de France. Oui, il y a Jacques Brunel. Il y a aussi des milliers de sélectionneurs de rugby en France. Et c'est pareil pour les plantes. Il y a des sélectionneurs de plantes professionnels. Et il y a des milliers d'agriculteurs qui sont aussi des sélectionneurs de plantes parce qu'ils font un tri parmi l'abondante fourniture de variétés de la part des sociétés de semences. Et ils font un tri très important et très efficace. Donc on est beaucoup de sélectionneurs de plantes aussi. C'est quoi votre job au quotidien de sélectionneur? Le job au quotidien, c'est de fournir, de créer des variétés qui correspondent à la demande des agriculteurs de la zone qui vous concerne. Ça peut être tous les pays du monde, ça peut être toute l'Europe, ça peut être toute une série de petits environnements particuliers pour lesquels vous devez satisfaire l'agriculteur avec votre variété. Alors là, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec du maïs. C'est quoi ce maïs? Parce que ça, moi, c'est pas le ça, maïs. c'est vraiment des ressources génétiques. Oui. Parce que ce n'est pas du maïs cultivé actuellement, ce sont des variétés anciennes qu'on appelait des populations, hein. Et là, il y a deux variétés pyrénéennes, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, de la montagne, très précoces, de très bonne qualité de précocité. Et là, il y a une population italienne avec une qualité de grain exceptionnelle pour faire la fameuse polenta. Alors, François Burgot, on va être très concret. C'est quoi aujourd'hui la ressource génétique ou les ressources génétiques? Les ressources génétiques, c'est très simple. C'est toutes les plantes qui ne sont pas cultivées en ce moment. Ça doit en faire beaucoup. Ça en fait énormément. Il y a celles qu'on connaît, en tout cas, il y a à peu près 4 millions de ressources génétiques de plantes qui ont été recensées et sur lesquelles on travaille le plus. Mais alors, comment on arrive à savoir ce qui existe, comment c'est fait, comment c'est utilisé? Il y a des catalogues, des livres, des choses comme ça? Oui, il y a des livres. Alors, pendant longtemps, ces livres, ils ont été privés. C'est-à-dire que c'était le sélectionneur, comme Jean Becbédé, qui disait, mais voilà, pour créer ma nouvelle plante, j'ai besoin d'aller regarder les anciennes, et puis qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans, et comment je vais les croiser. Et donc, il a été le premier, les sélectionneurs ont été les premiers à les conserver. Puis après, on a dit, mais bon, ça vaudrait le coup quand même de les conserver tous ensemble. Les sélectionneurs se sont mis en réseau. Et puis après, les États ont dit, mais après tout, c'est aussi notre responsabilité. Et il y a des coffres-forts avec des graines, Jean Becbédé? Oui, ce n'est pas des coffres-forts, ce sont souvent des chambres froides, hein, et aussi des champs et des pépinières, hein, puisque les plantes passent de la chambre froide au champ, souvent. Et c'est dans ces chambres froides que se conservent ces ressources génétiques, dans le monde entier. Et ces ressources génétiques, on les conserve? Les spécimens les plus anciens, par exemple, ils datent de combien de temps? Ah, on renouvelle toujours, hein, on ne laisse pas, mais une vingtaine d'années, une semence bien conservée peut être encore tout à fait valable après une vingtaine d'années. Mais en général, on les renouvelle plus souvent que cela. Alors on l'a vu récemment, on nous l'expliquait d'ailleurs ici au Salon de l'Agriculture, avec la transition écologique, il y a besoin de nouvelles semences, de nouvelles graines. Est-ce que ça vous amène justement à réutiliser aujourd'hui, à envisager de réutiliser des vieilles semences et de dire, bah tiens, aujourd'hui, elles n'avaient plus d'intérêt parce que pour un certain nombre de critères économiques, aujourd'hui, elles redeviennent furieusement tendance. Absolument, mais pas sous cette forme-là. Quand on a des grands défis comme celui que vous mentionnez, besoin qui est de remplacer une utilisation de produits phytosanitaires, par exemple, par des résistances à des maladies dans les plantes, ça c'est le grand défi, le plus grand défi des sélectionneurs des décennies à venir. Dans ce cas-là, là on va aller chercher dans le monde entier. C'est pour ça qu'il faut des ressources génétiques disponibles. Virus dans un maïs argentin par exemple, hein. Et pour la vigne c'est encore plus extraordinaire parce qu'on a
On connaît les gènes de résistance au mildiou. Or, on utilise des quantités énormes de fongicides pour combattre le mildiou. Bien non, maintenant, tout le monde y travaille d'ailleurs, hein. On va chercher ces gènes de résistance dans des ressources génétiques de la vigne, c'est-à-dire souvent des espèces sauvages apparentées, des variétés anciennes ou les espèces sauvages apparentées, très important. Alors, très concrètement, aujourd'hui, pourquoi c'est à ce point important pour les États d'avoir ces ressources génétiques et de pouvoir en profiter, en user, comme on dit? Parce que, justement, les États, à un moment donné, se sont préoccupés au moment de la Convention sur la diversité biologique. Ils ont dit c'est pas responsable de notre part de laisser uniquement des acteurs privés, que ce soit des agriculteurs faisant de la sélection traditionnelle ou des entreprises de sélection, se préoccuper de conserver ces ressources génétiques. Donc, c'est une responsabilité très importante. Donc, les États ont décidé au moment de la Convention de Rio, ils ont dit voilà, les ressources génétiques, c'est à nous, ça appartient aux États qui ont la souveraineté sur l'endroit où elles poussent. Mais ça a créé aussi des responsabilités aux États. C'est bien gentil de dire la France a la souveraineté sur ses ressources, mais ça veut dire qu'elle doit s'organiser. Qu'est-ce qu'elle en fait? Comment elle les gère? Comment elle les conserve? Et donc, c'est ce travail qui a été fait ces dernières années au niveau international et au niveau national. Et est-ce qu'on se partage les ressources, par exemple, on va dire entre voisins européens, par exemple? Oui, bien sûr. Et l'objectif des traités, c'est de le partager plus globalement. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jean Becbédé, c'est extrêmement important d'avoir une diversité la plus large possible par rapport à la plante que vous voulez créer, et donc d'avoir accès à des maïs cultivés en Amérique latine, en Asie, en Afrique et en Europe. Et de regarder, voilà, où est-ce que vous allez piocher des choses intéressantes. Et donc, on a signé en 2005 un traité international dans lequel, pour les grandes espèces agricoles et alimentaires, c'est-à-dire les 60 plantes qui contribuent le plus à nous nourrir, les États qui ont signé se sont engagés à ce que tout le monde puisse accéder à leurs ressources génétiques sans contrainte, et notamment sans contrainte financière. C'est-à-dire que, par exemple, je suis sélectionneur français, je veux, parce que je pense que c'est intéressant, utiliser un maïs qui viendrait des États-Unis, cultivé aux États-Unis. On peut travailler, il y a un axe international. Absolument. Et inversement, bien sûr. Et ça marche plutôt dans quel sens, d'ailleurs? Ça marche beaucoup en Europe, en Amérique du Nord. Justement, on a eu le développement de l'agriculture a été suffisamment rapide, si j'ose dire, pour qu'on conserve beaucoup de ressources génétiques. Donc ça, aujourd'hui, les mouvements vont plutôt de ces pays développés, de rapatrier des ressources génétiques dans les pays en développement ou émergents qui n'avaient pas pu les garder. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Jean Becbédé, moi je voudrais qu'on fasse une petite leçon de choses. Oui. Parce que vous nous avez dit, oui, on regarde les différentes capacités, les différents intérêts, par exemple, des épis de maïs, et puis après on essaye de faire quelque chose qui corresponde aux besoins des producteurs. Exactement. Ça se passe comment? C'est-à-dire qu'on prend des épis, on fait je vais vous dire une stupidité sans doute, du bouturage, on fait techniquement, ça se passe en laboratoire? Non, techniquement, au niveau du maïs, c'est relativement facile parce que le maïs se croise avec tous les maïs du monde. Et mais même comment on fait pour croiser même avec l'ancêtre sauvage, comment on fait? On prend le pollen d'une plante et on le porte sur les stigmates, sur les soies de l'autre, et on fait un croisement. C'est extrêmement simple, non? C'est une plante très facile à travailler. Pour d'autres plantes, c'est un peu plus délicat parce que les fleurs mâles et femelles sont très proches et difficiles à séparer. Mais dans le cas du maïs, c'est extrêmement facile. Et aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, les sélectionneurs, vous êtes nombreux en France? Oui, on est nombreux. En maïs, il y a une dizaine de sociétés qui font vraiment de la création de variétés nouvelles en France. Et dans chacune de ces sociétés, il y a, je sais pas, 10, 15 sélectionneurs. Mais il n'y a pas que le sélectionneur qui crée. Il y a aussi tous les techniciens qui sont autour de lui, qui font de l'expérimentation, de la production de semences expérimentales. Hein. C'est des équipes assez fournies. Parce que, par exemple, vous pouvez obtenir un maïs particulier, mais
ça fonctionnera pas après? Vous faites quoi, des essais dans les champs? Oui. Alors la grosse base du travail et la moitié des budgets, on peut le dire, hein, s'il faut parler argent dans ce cas-là, c'est l'expérimentation au champ. Il y a des gens qui s'imaginent qu'on fait les variétés dans des usines, ou dans des labos. C'est pas vrai. On les fait au champ, en cultivant des centaines de milliers, voire des millions de petites parcelles de ces variétés expérimentales qu'on compare entre elles pour déterminer lesquelles on va garder, lesquelles vont par la suite, au bout de 5 ans, 10 ans, devenir la variété commerciale qui satisfait la demande, au mieux la demande d'un agriculteur au sud de l'Espagne ou au Danemark. Hein. C'est combien de temps de mise au point pour avoir un produit, une plante commercialisable? C'est une dizaine d'années dans des projets standards, si vous voulez, à moyen terme. Si on parle de grands projets à long terme avec des ressources génétiques très exotiques et très lointaines, c'est des fois un travail de 20 ou 30 ans pour remonter les bonnes caractéristiques dans des variétés commerciales. Une autre question, tout à l'heure avec François Burgon, on parlait de cet international, on va dire, des sélectionneurs et des experts. Est-ce qu'il vous arrive, vous, de travailler, par exemple, avec vos collègues du sud-est asiatique ou d'Afrique, et trouver justement la plante, j'allais dire, la plante magique, quoi, la chose qui va correspondre aux besoins actuels des producteurs? Oui, magique, c'est un grand mot, mais oui, mais bien sûr, il y a un grand succès dans le nord de l'Europe que seuls les professionnels connaissent, mais il y a eu toute une grande quantité de variétés du nord de l'Europe qui sont ce qu'elles sont en productivité, en digestibilité de la plante, etc., grâce à une vieille population argentine qu'on a commencé à travailler il y a 30 ou 40 ans. Et tout se passe comme ça. Effectivement, on va chercher. Alors après, il y a deux grands groupes. Il y a les maïs tropicaux et les maïs tempérés qui sont un peu difficiles à faire voyager d'un domaine à l'autre. Mais on y arrive, mais c'est long, mais on y arrive. Et voilà. Alors, François Burgon, on parle beaucoup des enjeux écologiques. Là, on est en plein dedans parce que ce qui se prépare aujourd'hui, c'est ce qu'on va avoir demain dans les champs et qui sera conforme à toutes nos attentes en matière d'environnement, d'écologie et voire même de modification climatique. Oui, c'est extrêmement important de comprendre que la sélection est un processus continu qui date depuis 15 000 ans, qui a permis de créer les plantes alimentaires dont nous nous servons aujourd'hui, qui n'existaient pas dans la nature. Et il est absolument indispensable qu'on continue cette évolution pour permettre à ces plantes de s'adapter à l'évolution de notre planète et de nos besoins alimentaires. Et il faut bien le rappeler parce que, dit comme ça peut inquiéter certains de nos téléspectateurs, mais ce ne sont pas des OGM. Oui, alors, les téléspectateurs auraient tort d'être inquiets par les OGM. Mais par ailleurs, vous avez raison, sur le territoire français et européen, ce ne sont pas des OGM. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu économie en conclusion, François Burgon. Aujourd'hui, on est bon, nous, la France, dans ce secteur-là, dans le secteur des sélectionneurs, des grands experts de ce qu'on va bientôt avoir dans les champs? Oui, on est bon à cause du fait que la France est un territoire particulièrement favorable pour et diversifié concernant l'agriculture. Et donc, on a aujourd'hui encore 73 entreprises de sélection, dont 53 sont 100% françaises, des entreprises familiales, des gens qui, depuis 6 générations, font ce travail de sélection, qui étaient des paysans il y a 7 générations. Et vous avez des paysans qui avaient ce don de trouver le blé qui était particulièrement important. Donc ça c'est absolument essentiel parce que le président de la République disait samedi qu'il fallait qu'on reconstruise notre souveraineté alimentaire et on ne peut pas être souverain sur le plan alimentaire si on ne maîtrise pas les semences qu'on met en terre au départ et les variétés qu'on va utiliser. Alors, Monsieur Becbédé, finalement, vous avez une énorme responsabilité parce que de ce que vous allez faire dépend tout le reste de la chaîne. Oui, mais on a aussi des résultats. Par exemple, en France, si vous regardez les 2 espèces qui utilisent le moins de pesticides, c'est le maïs et le tournesol. Les 2 plantes qui sont en dessous de 2 de l'index de fréquence de traitement
Eh bien, ce sont les plantes sur lesquelles on a le plus investi dans les 50 dernières années en sélection moderne. On a carrément, c'est de loin les plantes sur lesquelles on a le plus investi, et bien maintenant ce sont les 2 espèces qui sont les moins traitées. Le chemin est tracé, mais il faut investir massivement, peut-être dans la pomme de terre, la vigne, les arbres fruitiers, etc., parce qu'on sait que là on a des grands défis à relever. Mais quand vous dites investir massivement, qui doit investir? Les professionnels, les États? Tout le monde, tout le monde, bien sûr. Parce que quand Emmanuel Macron dit effectivement, que vous lisiez François Burgot à l'instant, qu'on doit retrouver notre souveraineté, ça veut dire aussi que l'État doit mettre un peu la main au portefeuille. Oui, c'est souhaitable, oui, complètement. Ouais. Même les entreprises aujourd'hui ont les possibilités pour ça? Oui, les entreprises ont des possibilités, bien sûr. François? Non mais un mot là-dessus. La logique, c'est quand même que pendant 15 000 ans, c'était les paysans qui faisaient de la sélection et jusqu'à preuve de contraire, un paysan c'est une personne privée. Et il est logique que ce soit le secteur privé, même s'il est organisé d'une manière plus importante, avec des entreprises qui ont plus de moyens, que la sélection soit financée par ce secteur privé et à la fin par les paysans qui utilisent les plantes. Ce qui est demandé à l'État et le budget de la recherche qui est énorme, hein, dans le secteur, la filière semencière française, on dépense 15% du chiffre d'affaires pour la recherche. C'est avec la pharmacie et l'aéronautique un des secteurs où il y a le plus d'innovation. Mais ce qu'on demande à l'État, c'est parfois de donner des aides. Le crédit impôt recherche, par exemple, aide énormément nos entreprises, puisque justement, elles recherchent énormément. Mais c'est aussi qu'il crée un environnement réglementaire, juridique, qui fait qu'on ne tue pas ce travail du sélectionneur. Mais voilà, mais on ne demande pas à l'État de remplacer le sélectionneur d'aujourd'hui ou le paysan d'hier et de se mettre à envoyer des fonctionnaires pour faire de la sélection sur les frais du contribuable. Eh bien, merci François Burgot, merci Jean Becbédé pour cet éclairage, pour nous avoir présenté aussi cette profession de sélectionneur qu'on connaît peu. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt ici sur le Village Semences au Salon de l'Agriculture, et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À bientôt.